Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Miroir. Bonjour Jonathan, moi je m'appelle Benoît Simard. Ben oui, j'avais oublié de me nommer, je sais pas pourquoi, je pensais, j'avais tellement hâte que tu nous parles de ton voyage en France. En France dans les Alpes. Oui, t'as fait que, en même temps que j'étais en Turin-Nice, même en période, Italie, début septembre. On aurait pratiquement pu se croiser. T'étais à l'autre côté de la frontière. C'était quoi ta route? En fait, nous on est atterri à Genève, puis on a fait traversée la route des Grandes Alpes. Le nom officiel, c'est la route des Grandes Alpes. Puis, un peu à la manière dont toi, tu partais de Turin pour te rendre à Nice, la route des Grandes Alpes, c'est une route qui a été conçue, écoute, c'est dans les années 1900 pour favoriser le tourisme à vélo, imagine-toi déjà. C'est une route mythique dans les débuts du vélo. Oui, puis donc, début 1900, c'est un chemin qui va partir de Thonon-les-Bains pour se rendre jusqu'à Nice, jusqu'à Menton, en fait. Bon, d'accord. Donc, on parle alors, tu nous situes un peu par rapport à quand tu vas nous faire ton itinéraire, là, tous ces noms-là de France, là, de Surmer, de Les Bains, de... Tu parles des noms comme ça, c'est d'ailleurs quelque chose d'un peu cocasse. Donc, on atterrit à Genève, puis même Genève, qu'est-ce qui est spécial, qui est en Suisse, c'est que dépendamment quelle porte tu sors de l'aéroport, tu sors en France ou en Suisse. Ah ouais, c'est si proche que ça. C'est si proche que ça. La frontière est vraiment... C'est là que ça se passe. Puis qu'est-ce qui est drôle, tu parlais des noms, des différents noms, là, mais moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça fait quelques fois que je vais dans cette région-là maintenant, puis on dirait qu'il y a eu un concours à quelque part dans l'histoire pour trouver un nom plus drôle que l'autre de l'autre village. On est passé par le village de Crosson, par exemple. Peut-être que ça sonne spécial pour nous, puis que là-bas, c'est 100% normal. C'est ça. On est passé par Sèche-Mouille. Sèche-Mouille. Eh oui, oui. Un paradoxe. Un paradoxe, c'est un autre village qui s'appelait Les Contamines. Mais il y en a certains, comme l'histoire Contamine, là, c'est flou, là, mais je me suis fait raconter un petit peu. C'est vraiment un endroit où est-ce qu'ils envoyaient des gens qui étaient contaminés par X trucs, donc c'est devenu Les Contamines. Mais c'est ça. Donc oui, on peut faire un peu de nomenclature des endroits par lesquels on sera traversé, mais c'est... D'un point de vue extérieur, ça sonne toujours, surtout quand c'est la même langue, ça sonne toujours étrange, mais tu sais, tous les noms de famille, on dirait, de France, on sait immédiatement que c'est un Français. Ou que si c'est un Québécois à l'opposé, mais je suis certain que s'il y a des Français à l'écoute... Jean-Paul Ducou? C'est ça où ça serait. Oui, exact, je sais pas. Exact. Mais ici, c'est sûr que s'ils voient les Saint quelque chose et Sainte quelque chose, c'est typiquement québécois aussi, ou Saint-Louis du AA. Mais je sais pas ça par rapport à ça. C'est vrai que la sainteté était très impliquée quand ça a été le temps de développer et d'exterminer les Amérindiens. C'était une façon ici, facile de nommer... Parce qu'il y avait beaucoup de villages, de communautés à nommer. Puis souvent, c'est que la journée de la fondation de ce village-là, dans le calendrier... là, c'est la fête de Saint-Quelqu'un? C'est toujours... Il y en a des milliers, je crois, des saints. Et à chaque jour, c'est la fête de, mettons, 3-4 saints. Alors, tu choisissais un de ces trois-là pour la journée. Puis là, tu t'habites à Saint-Adèle ou à Saint-Sauveur ou à Saint-Adolphe ou à Saint-Hippolyte. Et là, ça, c'est juste à quelques kilomètres. Ça, c'est juste dans le cercle ici. C'est juste autour. Donc, ça nous ramène à quelques 7 milliers de kilomètres d'ici, Jonathan, de Saint-Adèle. Exact. Oui, exact. Tu vois déjà... Puis, donc, on part du coin de Genève pour se rendre jusqu'à... Puis, c'est vraiment une route qui va faire du nord vers le sud, du lac Léman jusqu'à la mer Méditerranée. À travers les Alpes? Oui. D'où le nom de la route des Grandes Alpes. C'est pavé, c'est non pavé? Bon, le circuit original, évidemment, peut-être qu'en 1900, c'était pas pavé. Ouais. Avec les années, ils ont rajouté du pavage. Du bitume. Du bitume, oui, c'est vrai, du bitume. Qu'est-ce qui est particulier, c'est que nous, le voyage, ça couvre peut-être à peu près 1000 km, ça, la traversée des Grandes Alpes. Selon les chemins, puis il y a plusieurs variantes qui peuvent exister, là, dépendamment de quelle route tu vas prendre pour te rendre vers le sud. Mais typiquement, c'est un parcours qui va faire 1000 km, quelque chose comme ça. Puis ça va passer par plusieurs grands cols des Alpes. Puis souvent, les gens qui suivent le Tour de France, qui sont familiers avec les courses de cyclisme professionnel, il va y avoir beaucoup de noms qui vont retenir le Galibier, le Tourmalet. Il y a plusieurs grands cols mythiques comme ça qui sont empruntés par ce parcours-là. Donc, c'est ça. Puis qu'est-ce qui était particulier dans la façon que nous, on a voulu le faire, c'est qu'on a fait les 6 premiers jours, la première moitié, en fait, on l'a fait avec un groupe
qui transportait nos bagages, qui s'occupait de faire la réservation des chambres puis pour la nourriture. Puis c'était une version, on va dire, gravel de cette traversée des Grandes Alpes-là. Mm-hmm. Donc, la traversée des Grandes Alpes, c'est, à l'origine, comme on disait, c'était pensé pour le cyclisme. Mais évidemment, avec les années, c'est rajouté les automobiles, les motos, les vélos de montagne, à peu près tous les moyens de transport existent pour traverser ça. Puis, récemment, popularité du sport oblige, Oui, ils ont ajouté des versions gravel. Oui. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On a choisi cette première portion-là de le faire version gravel. Et pourquoi avec un groupe? Puis vous étiez combien dans ce groupe-là? C'était un groupe on était entre 12 et 14 personnes OK. dans le groupe. Là. On ne connaissait pas tout le monde. ouais, Là. Donc, ouais. on s'inscrit, eux proposent le service. Là, Les tu avantages. T'étais avec ta conjointe. J'étais avec ma douce conjointe, Oui. accompagnée d'un autre couple aussi, qu'on s'était arrangé pour arriver là en même temps pour pouvoir faire la traversée ensemble. Puis tu parles d'avantages ou pourquoi faire affaire avec un groupe comme ça. Puis évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'eux vont nous proposer un circuit. Voulant le faire un petit peu hors route, par les routes de gravel, je trouvais ça intéressant qu'eux nous proposent un circuit qui a déjà été fait, qui savent que ça va traverser. Autrement dit, ça ne t'arrivera pas dans un cul-de-sac. Tu sais, à la maison, moi, j'aime bien ça, faire de l'exploration, là, puis trouver un chemin quand il n'y en a pas, mais tu sais, j'étais à 2 heures de la maison, c'est facile. Là. Je pense qu'un des avantages de faire affaire avec un groupe organisé, c'est qu'il te propose des parcours que tu n'es pas obligé de suivre de toute façon. Tu as une certaine liberté quand même, là. Puis, il s'occupe de la logistique. Donc, pour les premières journées... arbres, tu peux te perdre très loin avant de réaliser que ça passe pas de l'autre côté. Tu peux te ramasser à Turin. Oui, alors, littéralement. Oui. Et non, mais c'est vrai, moi, ça m'avait vraiment surpris par ce même genre de chemin-là que toi, là, entre Turin et Nice, que tu as l'impression parfois d'être en Amérique du Sud, dans les Andes, ou parfois même en Asie centrale, puis tu es à 60 km peut-être d'un village ou d'une petite ville, mais tu as l'impression d'être creux, puis 60 km dans des chemins de gravel très maganés, c'est quand même très long. Hein. Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, je pense. J'avais certaines appréhensions de... Vraiment? Ouais, par rapport à un parcours gravel. OK, non. Le groupe, c'était lequel? Parce que tu vois, on roulait à la vitesse qu'on veut, avec les gens qu'on veut, puis moi, je me suis ramassé, puis heureusement, je roulais avec ma conjointe. Finalement, t'as-tu transporté les bagages de tout le monde, puis c'était plus vite qu'en camion? Non, mais on a quand même compris à un moment donné que c'était plus facile quand je transportais les bagages les plus pesants. On y viendra peut-être pour la deuxième partie du voyage, parce que la première portion du voyage, c'est l'organisation qui amenait nos sacs d'un hôtel à l'autre, c'est ça. Donc, on laissait les sacs le matin, puis on les récupérait avant de prendre possession de la chambre. C'est ça, qu'est-ce qui est intéressant, je pense, ou qu'est-ce que les appréhensions que j'avais en même temps de participer à un voyage en gravel, c'est que c'est probablement les plus belles routes de vélo de route sur lesquelles j'ai roulé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la plupart de ces cols-là, on les fait, ils sont faisables par la route, évidemment, sur de l'asphalte, sur le bitume. Mm-hmm. C'est beau. C'est pas... t'es pas malheureux si tu fais juste la route là-bas. Là, c'est pas... c'est pas tout détruit. Non, exact. Bon, il y a peut-être un truc. On y était début septembre. Déjà, je pense que c'est moins haute période d'achalandage, mais il y a beaucoup de motocyclistes, beaucoup de clubs automobiles, des collectionneurs de Porsche qui font la file pour se prouver qu'ils sont capables de chauffer des voitures rapidement dans l'école. Il y a un certain côté ennuyant, ça, quand même, là, d'être sur la route. Mais la route est tellement belle qu'au départ, je ne voyais pas vraiment l'utilité d'essayer d'en sortir. Ah ouais? De passer par des chemins de gravel, autrement dit. Puis finalement? Finalement, je suis super content parce qu'on a fait un peu des deux. Puis les portions de gravel, souvent, ça va être des chemins un peu comme tu as dû faire pour de Turin-Nice. Donc, des chemins d'alpage où est-ce que c'est des vaches qui vont se rendre en haut des montagnes pour se rendre en différentes stations de ski. Donc, souvent, on combinait une portion sur l'asphalte. Après ça, on allait prendre un chemin un peu de traverse, un chemin parallèle qui allait déboucher au sommet d'une station de ski. C'était vraiment... ça faisait voir un autre point de vue. L'asphalte puis le sommet du col pas pavé. Ouais. Puis probablement un point de vue différent que si on avait été seulement sur la route. Sûrement un peu plus haut aussi, parce que les cols sont généralement au point le plus bas ou entre les deux montagnes. Écoute, en tout cas, la version que nous, on a faite, on sortait au col en étant monté peut-être par des chemins forestiers ou par les chemins de station de ski. Donc, on n'allait pas nécessairement plus haut parce qu'on sortait au col. C'était quoi tes altitudes de cette route-là?
Écoute, je pense que le plus haut qu'on a fait, c'est... je pense pas, je le sais. C'est le Galibier à 2642 mètres. Même, hein? Donc, tu sais, ça variait. Des journées, ça va être à 1800, 1900, certains cols, d'autres 2004. Tu sais, ça varie là-dedans. Là. Puis donc, la route est pas mal officielle. C'est une route qui existe, la route des Grandes Alpes, tu dis. Puis là, la route des Grandes Alpes, c'est même, écoute, quand tu es sur la route elle-même, elle est signalée officiellement. Il va y avoir des panneaux, la route des Grandes Alpes. Donc, comme la route verte, mais... Pareil, mais avec un petit peu plus de côte. Moins de maringouins. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment... ça a été une chose spéciale de pouvoir le faire par les chemins de gravier. Je pense que finalement, ça aura ajouté un petit peu à mon expérience par rapport à ça. Là, tu pars de Thonon, tu es avec ton groupe, tu as les auberges. Comment ça se passe pour toi qui n'as pas besoin d'un groupe pour rouler, mais est-ce que vous vous attendez pas? Là, avec, non, pas pendant les journées. Puis ça, c'est pour les gens qui voudraient participer à ça. Qu'est-ce qui est le fun, justement, c'est que tu as le support, je vais dire minimum, où est-ce qu'ils vont transporter tes bagages. Nous autres, dans le fond, on est partis avec l'équipement nécessaire pour être autonome. Parce que la deuxième moitié, on transportait nos bagages pour se rendre aux différents hôtels. Ouais. Donc moi, contrairement à ce que tu auras fait avec ta tente puis tes sacs de couchage, tout ça, moi, on n'a pas utilisé ça. On est parti plus léger. Mm-hmm. Écoute... je pense qu'avec, on avait l'équivalent peut-être d'un 50 litres de bagages sur nos vélos répartis, là, peut-être un petit peu moins même. Là, donc, vêtements chauds suffisamment, parce qu'on pourra en parler aussi, là, mais il y a différents écarts de température là-dedans. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Donc oui, on part de là, on va rejoindre le groupe, puis de là, eux nous fournissent des itinéraires pour les 6 prochains jours. Là. Donc souvent, ça va être 2 cols par jour. Aïe, aïe. Ça va varier, c'est pas si mal, ça va varier entre 60 et 90 km dans une journée. Mais tu sais, j'ai eu cette discussion-là en plus. C'était chez Espresso, ton magasin, mais la boutique à Saint-Adèle. Oui, c'est ça. L'autre, ta deuxième boutique, ou la première, si on y va chronologiquement. Chronologiquement. Oui. Mais on parlait de justement de Turanis, puis tout ça, avec toi-même en France. Puis quelqu'un qui disait, ça a l'air impressionnant, des hauts cols, mais en réalité, ces cols-là ont été faits, ont été pensés à une époque où, tu le mentionnais, les autos n'existaient pas. Ouais. Donc, c'est pas pentu. Tu montes longtemps, ton approche peut être 20 km peut-être, mais c'est à peu près tout le temps ça, d'ailleurs. En tout cas, parce qu'il y a rapport avec les Alpes. Tu sais, les Pyrénées, ce serait différent. Il y a d'autres chaînes de montagnes, ce serait différent. Mais il y a des cols, entre guillemets, il y a des montées, là, disons, là, pour être très, très local, là, mais entre Saint-Sauveur et Saint-Hippolyte, donc c'est pas long, là, mais il y a des montées qui sont très, très abruptes et qui me fatiguent plus. En pourcentage de pente, c'est difficile. Mais un col, c'est pas particulièrement difficile si tu moulines pendant longtemps. Qu'est-ce qui est spécial? Puis oui, ça a rapport avec la façon que la route a été conçue, la pente, mais souvent un col, ces cols-là, desquels on parle pour la route des Grandes Alpes, ça va être un col, tu vas partir à la base, tu vas faire un 18 km d'ascension, entre 18 et 20, entre 15 et 20 km d'ascension, sur lequel tu vas peut-être prendre un 1000 mètres facile. Là, même avec des virages en épingle. Là. Souvent, c'est ça. Donc, ça va faire en sorte que les pourcentages les plus élevés, tu vas taper du 12 OK, je sais pas, peut-être 15 mais sur moins d'un kilomètre. Le restant du temps, c'est relativement facile. Il faut que tu t'assoies et que tu es prêt à pédaler longtemps parce que tu peux monter pendant 2h30. Mais si ton braquet est pensé pour ça... Exact. T'es pas à chaque coup de pédale, tu te défonces le crâne. Tu sais, quand on est dans... La fameuse expression. Oui, la fameuse... Utilisée dans ta famille, dans cette maison, dans cette pièce devant ce micro. Mais tu sais, quand on est dans les Laurentides, je parle des Laurentides, mais en général au Québec, même quand tu fais une sortie de 100 km, nous autres, on se dit on fait 1000 mètres d'ascension. Et on se pète les jambes, là. Un 90-100 km, tu fais 1000 mètres, là, c'était tough. Là. D'habitude, c'est ça. Mais là-bas, tu vas faire 50 km, tu sais, tout ce qui était la Haute-Savoie, ces types de montagnes-là. Tu fais 50 kg, tu fais 1000 mètres d'ascension. Et tu n'as pas l'impression d'avoir monté pendant 1000 mètres. Puis, qu'est-ce qui est le plus choquant, c'est que ce 1000 mètres-là, en 50 km, tu l'as fait sur 25 km. Tu as descendu l'autre moitié après. Oui. Tu sais, quand tu y penses, c'est vraiment impressionnant, sauf que
la pente, le terrain fait que c'est pas si difficile que ça. Fait que c'est des grosses journées de 40 ou de 50 à 90 km. C'est une bonne journée, mais là, on a juste ça à faire. Il y a un lunch qui t'attend à quelque part là-dedans. Donc, tu pars, tu fais ton chemin, puis c'est pas... Je pense que c'est plus accessible qu'on pense. Ouais. Vous avez apporté vos vélos. Est-ce que on pourrait les louer là-bas? Assurément, la plupart de ces organisations-là vont soit offrir le service ou ils vont te mettre en relation avec une boutique proche du départ pour que tu puisses louer un vélo. Ouais. Mais il y en a qui l'ont fait. Des gens avec qui on était là-bas, oui, il y avait des groupes. Imagine-toi des gars de la Floride. Ah oui. True Fact. Ouais, qui, eux, ils n'ont pas beaucoup de colle. Non, ils n'ont aucun colle. C'était de toute beauté. D'ailleurs, c'était un des highlights de ce voyage-là. Tu sais, la première portion qu'on était avec le groupe, évidemment, on ne roule pas avec le groupe, mais le soir, on se rencontre puis on se raconte nos journées. Tu sais, puis il y avait un groupe de 7-8 gars de la Floride. Écoute, ils étaient là entre amis. Je me demande si c'était pas un défi de lendemain de brosse ou de veille de brosse. Ou est-ce qu'ils se sont dit, hey, on s'en va faire un voyage dans les Alpes. Un défi de veille de brosse. Ben, tu sais, quand ils sont en train de la faire, la brosse. Là, tu sais. Okay. Ils s'inscrivent à Ironman ou de quoi de même. Mais là, c'était un voyage dans les Alpes. Écoute, ces gars-là n'avaient jamais vu plus qu'un viaduc d'autoroute. Là, OK? Donc, de monter 1000 quelques mètres pendant 20 km, c'était de toute beauté de les voir, puis on était émerveillés nous autres aussi, là, mais de les voir s'émerveiller devant autant d'ascension que ça, c'était vraiment très cool. Puis la descente, ils ont dû capoter. Ben ça, c'est l'autre raison pourquoi, si tu me demandes, est-ce que c'était difficile, Benoît? Ouais, est-ce que c'était difficile? Ben, parce que c'est rare que je vais te demander ça. Là. J'ai rarement vu un endroit que tu as trouvé difficile. Non, ça dépend. Être assis sans bouger, ça, c'est difficile ça, c'est pour difficile. Benoît. Mais donc, à la question, est-ce que c'était si difficile que ça? Je te dirais, j'ai descendu la moitié du temps. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que tu peux descendre. Tu peux dessonner, oui, parce que quand tu es sonné en haut, hein, tu arrives en haut, tu es sonné, et là, tu descends, tu dessommettes. Ah, tu dessommettes, oui. Il y a descendre et dessommer, c'est comme deux choses. Dessommétiser, un synonyme de valettiser. Oui, c'est fort. Mais est-ce que c'est fort? C'est très, très fort. Mais quand tu descends, ça peut arriver que tu ne touches pas aux pédales ou tu ne pédales pas pendant 45 minutes. Oui, je sais. Tu es vraiment en roue libre. Ouais, c'est fantastique. Ça permet de récupérer quand même jusqu'à ta prochaine montée de 2 heures. Tu vois, ton truc de Floridien qui voyait les montagnes et qui capotait, ça me faisait penser à, il y a plusieurs années, j'étais en couple avec une Britannique et ses parents avaient visité et son père... Il avait visité ici, tu veux dire? Oui, il avait visité. Puis le Ontario-Québec. On était allé au Grand Lac, là, à Sandbank. Je ne sais pas c'est quel grand, en tout cas, c'est un grand lac. Il est grand. Et puis, ça doit être le lac Ontario. Ouais. Ou Erie. En tout cas, c'était pas Huron. Puis là, lui, il avait déjà vu la mer, tu sais, mais tout est disproportionné. Là, c'est une mer intérieure. Oui, fait que là, lui, il est dans l'eau. Puis il buvait l'eau du lac, puis il criait, en anglais, il criait « C'est pas salé! » Il en revenait pas. « L'eau est pas salée, mais on voit pas l'autre côté! » Puis là, tu sais, tout le monde, OK, tu peux arrêter de boire l'eau du lac, là, une fois que tu as compris. C'est des proportions différentes. Mais c'est une mer intérieure. Donc, les Floridiens de voir les Alpes. Ouais. Puis c'est ça. Donc ça ajoute. Des fois, je pense que c'est parce qu'on parlait par rapport au groupe ou à la difficulté du terrain. C'est quoi le plus bel endroit, un des plus beaux endroits que tu te souviens là-bas? Un plus marquant que les autres. Il y a peut-être des journées qui sont marquantes, mais c'est tout le temps extraordinaire. C'est tout le temps beau. Tu sais, à un moment donné, c'est pas que... Je me souviens d'un voyage qu'on a fait avec un de mes fils qui était plus jeune, puis qu'on était dans le Utah, tu sais, avec les montagnes, les couleurs, tout ça. Puis il m'a dit, c'est plate tout le temps pareil, là. Sur le temps, le même paysage, t'es comme OK. Fait que là-bas, c'est pas que c'est toujours le même paysage, mais la grandeur des montagnes, je pense pas qu'il y a une journée qui est plus spectaculaire. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans le monde que les Alpes. Personnellement, là, j'ai le goût de m'arrêter à chaque 20 mètres prendre des photos. Ben, ça, c'est un fait. C'est un fait. Quand que tu sois en haut ou en ascension, ou peut-être un endroit marquant pour moi, c'était le col de la Couillole. Ah oui? Ouais. Pour quelle raison? Il y avait Cayolle et Couillole. Ces deux cols, je pense que si tu parles à des gens qui connaissent le milieu du cyclisme, tu leur dis le Galibier. Ah, ils ont entendu le nom du Galibier. C'est sûr que ils savent un petit peu ces choses-là, mais puis ils sont magnifiques. C'est un col qui est magnifique, le Galibier.
Mais j'avais jamais vraiment entendu parler de la caillole. Non, effectivement. Puis pourtant, c'en est peut-être un, ça, que tu vas passer à travers les forêts avant de te rendre à des sommets, dans le fond, là. Donc, tu sais, c'est ça. C'est peut-être, il y en a qui m'ont marqué un petit peu plus Puis comme pourquoi? ça pour la Qu'est-ce qu'il y avait diversité. de spécial, la caillole? Écoute, tu longes, il y a une rivière dont je ne me rappelle pas le nom. Est-ce la rivière de la Caillole? Je ne sais pas. Qui sait? Qui sait? Il vaudra peut-être le coup de se renseigner. Mais donc, c'est ça. Tu as des paysages incroyables. Tu sais, comme tu le mentionnais, c'est chaque 20 mètres, tu veux arrêter, prendre une photo puis rester là. Tu sais. Mon ami allemand, Freddy, il disait que récemment, là, à la même période, donc, il disait qu'il aimait mieux monter que descendre. Parce que quand tu descends, évidemment, même si tu te motives à mettre les freins et à regarder autour, mais tout va plus vite. Ben oui. Alors que quand tu descends à 60, le paysage, tu le vois pas mal moins que quand tu... Puis il faut que tu sois vigilant, il y a des descentes là-bas. Hey, je t'ai peut-être demandé ça, justement. Et tu casses-cou, toi, quand tu descends? Tu allais parler des virages, là, mais est-ce que tu... Non? Non, jamais été... J'aurais pu être bon en vélo si j'avais été plus casse-cou. T'essayes pas de regarder c'est quoi ton maximum aujourd'hui? Non, ça, il y a Strava pour ça, tu regardes à la fin de la journée. Moi, ça, c'est ma vision de la chose. Je regarde pas pendant, mais après, je vais faire... Est-ce que c'est quoi le plus vite que t'es allé, là, sais-tu? Pas si vite que ça. Puis surprenamment, peut-être des 70 au projet 80, mais qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? Là-bas, la pente étant moins pentue, tu atteins la vitesse maximale sur une plus grande distance. Ouais. Tu sais, ici, là, c'est pas compliqué. Tu prends une pente qui fait même pas 500 mètres, là, même pas 500 mètres, tu lâches tes breaks, tu es rendu à 70. Ouais. Tu fais le Mont-Gabriel, pour ceux qui habitent dans notre coin, c'est quand même très, très pentu. Mais tu prends un maximum de vitesse, tu peux monter jusqu'à 80 km/h en moins de 100 mètres. Tu sais, ça n'a comme pas de sens. Là. Ça descend d'un coup sec. Mais là-bas, vu que c'est moins pentu, tu descends longtemps, tu vas vite. Mais pour te rendre à 70 km/h, il faut que tu pédales. Ça fait juste réaliser, encore une fois, ceux qui suivent les professionnels, qu'on voit, là, c'est spectaculaire pendant le Tour de France, les différents, ils descendent à 110 km/h, 100 quelques km/h, tu as la moto qui filme l'odomètre là, pour dire, regarde ça, ils sont à 100 quelques. Écoute, il faut forcer pour rouler à cette vitesse-là. T'es pas enroulable, là. Tu pédales à bloc. Donc, j'ai pas atteint des vitesses si grandes que ça. Puis, c'est ça. C'est parce que c'est plus difficile là-bas, ça descend moins à pic. Ça, c'est à cause que t'avais pas les couilloles pour... J'avais pas les couilloles, là. J'avais les bonbons. T'avais quoi comme équipement? Vu que c'était comme semi-route, semi-gravel, semi-bagage. Ouais, parce que comme je disais, la première portion, les 6 premières journées, il y avait beaucoup de gravel impliqué. On faisait beaucoup de chemins dans... c'est ça, c'est des chemins pas descente de ski, mais quasiment, là, quand même assez rude comme terrain, parfois, mais très pentu. Là, on a eu plus de pente pour monter, donc ça prenait un vélo avec des pneus plus gros. Moi, j'avais un pneu, c'était un 42. C'est pas énorme quand même. Non, ça passait quand même partout. Pourquoi tu n'avais pas plus gros si on prend pour acquis que plus gros n'est pas plus lent? Il y avait quand même l'autre moitié du voyage, la deuxième portion, dans le fond, elle allait se faire entièrement sur le bitume. Donc, il n'y avait pas vraiment d'avantage à avoir des pneus beaucoup plus gros non plus. Je pense que pour moi, perso, je roulerais toujours un 40-44 tout le temps. Moi, j'avais des 57 pour le même genre de terrain. Trouves-tu que je suis allé trop haut? Tu sais, on n'est jamais trop safe. Ouais. Fait que je pense que ça devait être correct. Tu étais plus chargé en bagage que moi aussi à ce moment-là. Effectivement. Donc, si tu attrapes pas un nid de poule, là, mais une grosse roche, tu peux des aller roches, taper. Tu es content d'avoir un gros pneu. Là. Dans le sens sur que son si vélo, avait lourd... des 45. Un peu plus cramponné, pas tant, mais... Ouais. Puis après, c'est ça. Donc, pour cette portion-là, on avait chacun des vélos comme un Santa Cruz Stigmata, entre autres. Il y a une petite suspension en avant. Hein? Légère suspension, puis ça a été très apprécié d'ailleurs. 4-5 cm, c'est quoi? Même pas, je pense que c'est 3 à 4 cm. Okay. Ça dépend des choses. Lui, il y avait 4 cm. On est de retour dans les années 90 quasiment avec ça. Ouais, là, vraiment, presque pareil, en fait. Puis tu avais un mini poteau de sel télescopique que tu aimes tige de sel télescopique, et ça, c'est un highlight. Ouais, je sais que tu aimes bien ça, même sur un vélo de gravel. Là. Absolument, puis même particulièrement sur la route. Anecdote. Ouais. Moment anecdote. J'ai eu une conversation plutôt costaude avec ma conjointe parce que je voulais l'inciter à utiliser cette sacrée tige de sel télescopique. C'est sur ce genre de choses que vous vous obstinez? Oui, quand même, des fois. Mais ça pour dire, sérieusement, je pense que Brigitte n'était pas habituée d'utiliser une tige de sel télescopique, puis curieusement, puis vraiment d'une façon
Sur la route, c'est un bel avantage. Quand tu descends pendant 40 minutes de temps, le fait de pouvoir descendre ta selle d'un 5 cm, 7 cm, c'est à peu près ces ordres-là qu'on avait sur nos vélos, ça peut libérer beaucoup de pression dans le cou. Ah oui, oui. Pas seulement qu'à la selle, dans le cou aussi. Parce que tu sais, ça va faire une différence entre ta selle et tes mains moins grandes. Tu es en position de recherche de vitesse ou d'aérodynamisme pour descendre. Donc, c'est vraiment un bel avantage de pouvoir descendre la selle. Donc, oui, dans les passages techniques, quand il y a de la roche, des choses comme ça, mais sur l'asphalte, c'est un super bel avantage de pouvoir descendre la tige de selle. Oui, je me souviens, on avait fait du vélo localement ici, puis on avait descendu une côte. Puis tu m'avais vraiment écarté, mais tu pédalais pas plus que moi. Là. Puis je me demandais comment c'est l'aérodynamisme. Ouais, parce que tu peux baisser ton dos plus bas. Puis il y a même, écoute, ça c'est anecdotique, mais je sais pas, je pense à cause du poids qu'ils font pas, je sais pas pourquoi. Il y a une année à Milan-San Remo, le vainqueur, il avait utilisé une tige de selle télescopique sur son vélo de route. Puis là, on parle d'une des courses professionnelles les plus vues. Tu sais, c'est vraiment une course de route. Ah, puis c'était pas interdit? C'est pas interdit. Ça ne l'était pas, en tout cas, à ce moment-là. C'était définitivement marginal. Il n'y a jamais personne qui avait fait ça dans une course de route. Ça a sûrement joué un rôle positif pour lui parce que ça se termine. Bon, il y a un col et là, il descend le podio. Puis il y a vraiment, ça finit un peu avec une descente. Puis lui, il avait utilisé une tige de selle télescopique. Donc, même en vélo de route, tige télescopique, bel avantage pour descendre longtemps. Ça, c'était un équipement qui était un plus. Tes pneus, ils n'étaient pas vraiment cochés, hein? Non, moi, j'avais un Ultra Dynamico. Très lisse. Très lisse. Tu sais, juste suffisamment de matière, dans le fond, sur la bande de roulement pour ne pas être fragile dans les roches, mais c'était lisse. Mais c'est une mini parenthèse, mais j'avais le même modèle que toi et plus large. Et parce que, dans le fond, ton pneu coché sur même de la gravelle ne changera rien. Il va juste te ralentir sur la route, hein, si je ne me trompe pas. Ben, moi, c'est ce que je pense, en tout cas, assurément. Oui, parce que tu entends le bruit. Tu sais que ça fait vou sur la route. Et l'avantage des coches, c'est seulement, tu vas le voir juste s'il y a de la neige, du sable, de la boue, quelque chose dans lequel ça va aller. Puis encore là, ça va prendre un crampon qui est suffisamment profond pour avoir un avantage positif. Moi, je suis rendu dans cette école de pensée. Je ne sais pas si c'est une école de pensée. C'est les encycliques, n'oublie pas. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est notre vérité. C'est de la vérité. Voilà. Puis alors, moi, pneu lisse, mais large. C'est ce que je recommande. As-tu des choses à dire sur ta partie guidage ou tu voudrais qu'on passe sur ta partie en duo? Écoute, en partie guidage, là, c'est vraiment une formule, moi, que je vais recommander à des gens qui veulent s'initier à ça, qui veulent être assurés, dans le fond, d'avoir un parcours qui est connu. Ils ne seront pas surpris par des choses désagréables. Des fois, un groupe peut s'assurer que les routes sont ouvertes, ne sont pas fermées. Tu sais, là-bas, il y a des cols, comme on parlait. Bon, c'est pas une période de l'année où il y avait de la neige, mais il peut y avoir des fermetures de route parce qu'il y a des glissements de terrain, des trucs comme ça. Oui, ça arrive souvent. Donc, tu pars avec un groupe, je pense que tu pars avec une certaine tranquillité d'esprit aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Tu sais, ça, c'est vraiment un côté qui est agréable pour ça. Pour s'initier à ça, c'est bon. Il n'y a pas une énorme plus-value de prix non plus. C'est comme... Il doit exister. Il y a différentes compagnies, mais souvent, c'est peut-être un petit peu plus cher que si tu ferais tes propres réservations. Ouais, mais pas dramatique. C'était pas si pire que ça. Écoute, je pense pour le 6 jours en question, c'est aux alentours de 800 quelques dollars canadiens pour la prise en charge. Donc, ils réservent les hôtels. Évidemment, la nourriture est inclue là-dedans. Il y a un pique-nique à chaque jour. Puis, tu sais, on en a pour notre argent en termes de nourriture. En tout cas, ça, c'était jamais un problème. Donc, je pense que c'est une formule qui peut être intéressante. Avais-tu l'espèce de support en cuir pour transporter une bouteille de vin dans ton vélo? Non, et je n'ai pas pris de tasse non plus sur mon sac de guidon. Ben non, c'était pas du backpacking. Voilà. J'étais 100% en autonomie, non backpacking. Bon, là, après ça, ce groupe-là se termine je ne sais où. On termine à Briançon, qui est à peu près au milieu des Alpes. Là, donc, c'est à peu près à mi-chemin. Puis, on a sûrement couvert un 600 quelques kilomètres rendu là, dans le fond, sur les 1000 quelques. Puis de là, effectivement, on dit au revoir aux gens, on a fait des belles rencontres, puis tout ça. Donc, on part de là, puis là, on se dirige vers Menton, puis on a calculé comme 4 jours. Ouais, Menton qui est à l'est de Nice, sur la côte. Sur la côte, là. C'est vraiment à la frontière de l'Italie, quasiment, là, proche de Ventimiglia. Ouais, 20 000. Et là, ça, c'est juste Brigitte et toi? Brigitte et moi,
On a été accompagnés de Pierre et Jacinthe. Bonjour à vous deux. Oui, okay. Pour les 2 premières journées aussi. Là, donc, mais on a fait nos propres réservations. Puis encore là, moi, une chose que j'aime... Mais pas d'avance, hein? Ou une journée ou quelques d'avance, c'est quoi? C'est ça. Mais je pense qu'une chose qui fonctionnait pour moi dans le passé, ça a tout le temps été... T'es au sec à quelque part, dans un hôtel probablement. Puis là, tu regardes un peu dans un rayon de... Si tu as l'intention de rouler 50, 60, 80 km le lendemain, ben, tu regardes un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme accommodation dans ces villages-là. Après, tu fais ta réservation en conséquence, puis tu as un objectif où te rendre le jour suivant. Ouais. Je sais pas c'était où. Tu m'avais conté un endroit où il a fallu t'attendre pour ta... Saint-Sauveur de Tinée. Ah oui, OK. Saint-Sauveur de Tinée. Hey, ça c'était particulier. Donc là, on avait quitté le groupe. On était Brigitte et moi. Puis tu sais, moi, j'ai un peu l'esprit d'aventure. Ouais. Et ça tu faisait... vis pas avec les lois des hommes. Ah, Donc, oui, Saint-Sauveur de Tinée. Écoute, ça faisait 2 jours qu'on regardait un peu où est-ce qu'on pourrait aller. Là. On s'était pris d'avance quand même 2 journées. Oui, quand même. Et j'arrivais pas à contacter nulle part. Il faut dire que à cet endroit-là, là, c'était vraiment un point comme pas de bascule, mais c'était au milieu. Là. C'est soit on faisait une journée de 40 km, ce qui n'était pas suffisant, ou une journée de 120 qui était trop. Mais au milieu, il y avait Saint-Sauveur de Tinée, qui est une crotte de nez sur la carte mondiale. C'est tout petit. C'est un petit village qui prend moins qu'une seconde à traverser avec l'élan. Puis, on tentait de joindre un hôtel qui était là. Avec l'élan. Donc, impossible de parler à personne pour réserver de quoi. Donc, je pense, il semblait y avoir qu'un seul hôtel dans ce village et c'était impossible de le contacter, ni par téléphone, ni par courriel. Donc, par des contacts d'autres amis qui étaient passés quelques jours avant ça, en vélo, justement, ils nous avaient dit « Ah, il y a un endroit où est-ce que c'est un refuge pour les gens qui font le sentier de grande randonnée. » Donc ça, c'est vraiment génial en passant. Ben, c'est que la traversée des Grandes Alpes se fait aussi par le GR5. Ah, les hautes routes de montagne. Ouais, là, les gens font ça à pied. Mm-hmm. D'ailleurs, à chaque fois qu'on trouvait ça pénible et difficile, tu sais, quand tu es dans un col, tu montes, c'est tough. Là, tu te dis, hey, ça pourrait être pire, on pourrait être à pied. Ben, il y a des gens qui le font à pied. Ouais, parce qu'en plus, quand tu descends, c'est encore aussi dur. Chaque pas est mérité. Donc, il y a ce refuge-là. On apprend qu'il y a un refuge dans ce village. OK, parfait. Bon, on va se rendre et on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, on arrive là, il est peut-être rendu 5 heures de fin de journée. Déjà, c'est un peu, ça va être difficile. Puis, sur la porte du refuge en question, il y a des numéros de téléphone. That's it. Mm-hmm. C'est souvent le cas. Appelle la personne. Il y a une personne qui dit, je vais être là dans 5 minutes. Okay. Super. Puis là, pour se rendre compte qu'en petite lettre en bas, c'est marqué que c'est seulement pour les personnes en transport non mécanisé. Donc là, non mécanisé. Oups. Un vélo, c'est un transport mécanisé. C'est pour les randonneurs. Ah. Donc là, quand on voit ça, on s'excuse un peu à l'avance. Hey, on n'avait pas vu que c'était pas pour les vélos, tout ça. Fait qu'elle a appelé monsieur le maire, imagine-toi donc. OK. C'est spécial, ça, d'ailleurs, la relation entre les maires, la mairie, l'importance que ça a dans la culture des villages là-bas. Moi, c'est ça, ça m'étonne. Mais donc là, ils ont même appelé monsieur le maire pour demander la permission à ce qu'on puisse dormir là cette nuit-là. Puis... Ce qui a été le cas, puisque je suis là pour t'en parler aujourd'hui. Non, mais c'était même pas lui que j'avais en tête. C'était celui où tu étais à la réception, mais la réception est... Ah ben oui. L'auberge du Cheval Blanc, je pense. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'était à Barcelonnette. Barcelonnette, qui est un endroit où est-ce que c'était des Mexicains qui s'étaient installés il y a des générations. Là. C'est quand même drôle. Donc, OK, Barcelone, parce que c'est des Mexicains? Je vois probablement qu'il y avait une culture espagnole dans ce village du Mexique-là. Ah ouais. Puis là, ces gens du Mexique qui sont rendus là-bas, ils ont appelé ça Barcelonnette. Moi, je te relance. Oui. Sais-tu pourquoi le pays du Venezuela s'appelle comme ça? Non, je ne sais pas, Jonathan. Pourquoi ça s'appelle le Venezuela? Parce que c'est des Italiens. Puis ils trouvaient que ça ressemblait, entre guillemets, parce que sur le bord de l'eau, il y a beaucoup de petits canaux, des petites îles, et ils trouvaient que c'était comme une petite Venise. Donc, Venezuela. Venezuela. Ouais, ça a dû être Venezuela, probablement. Puis donc, on se rend à l'auberge du Cheval Blanc. Ouais. On se présente, dans le fond, au bar-café qui est adjacent, où est-ce que c'est vraiment comme la même place, autrement dit. Puis là, on va voir la personne qui est là, qui est en train de fermer le bar pour la journée. Puis là, on lui demande, on a une réservation pour 16 heures, probablement qu'il est 15h30. Elle dit, allez voir à la réception s'il y a quelqu'un qui peut vous ouvrir la porte. Donc là, il faut
Donc, cette dame en question nous dit ça. OK, parfait, on va voir à la réception. Personne à la réception, sonne la cloche, personne. Mais en regardant les images qu'il y a sur les murs, on se rend compte que la dame en question, c'est la propriétaire de la place. OK. Il n'y avait personne, évidemment, donc on n'a pas pu avoir accès à la chambre tout de suite, mais que quelques minutes plus tard, c'est elle qui s'est présentée pour dire « Ah, bonjour, est-ce qu'on peut vous ouvrir la porte? » Est-ce qu'on peut vous aider? C'était quand même drôle. Là, est-ce que tu as dit « Oui, est-ce que le bar est ouvert? » Attendez, allez voir au bar. Ah oui, si... c'est ça. Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas habillée pareil? Tu sais, c'est comme dans elle est allée se changer, elle s'est mis une casquette. Ouais, il faut qu'elle aille se changer comme entre les deux. C'est pas arrivé comme ça. C'était un bel endroit pour se sécher quand même. Suite à une journée très humide, d'ailleurs, cette journée-là. Parlons-en de ça. Tu m'as parlé un peu de ce que vous aviez comme type de vélo, mais tu as parlé du changement de température. Ouais. Hein, Qu'est-ce qui est particulier, déjà à ce temps-là de l'année, c'est des endroits, ça, dans les Hautes-Alpes. Quand tu es à 2000 quelques mètres d'altitude, il peut y avoir de la neige jusqu'au mois de juin, juillet. Mm-hmm. Puis cette année, d'ailleurs, au Tour de France, il y avait un passage encore au fameux Galibier qui ont dû passer littéralement la gratte pour que les cyclistes puissent faire la route. Il y avait encore de la neige au sommet dans le mois de juillet. Là, donc, au mois de septembre, déjà, je pense que c'est sur la pente descendante des températures. Il fait moins chaud, mais il fait plus froid aussi. Donc, puis même, regarde, toi, je pense que... Ça tombe vite, là, quand le soleil disparaît de la montagne. Exact. Tu perds 15 degrés. Si tu es à 15 degrés au village en bas, qui est à 600-700 mètres d'altitude, tu es à 15 degrés, mais rendu à 2000 mètres, il risque de faire 4-5, tu sais, puis une journée, entre autres, on a fait l'ascension du col de Var. Puis le col de Var, c'est ça va sûrement être dans proche de 2000 mètres là, au sommet. Écoute, il y a plus du premier coup de pédale jusqu'au dernier. Mais pour se rendre au sommet, qu'est-ce qui est particulier? Tu montes pendant 2 heures, là, puis il pleut. Puis il fait pas chaud. Avais-tu des garde-boue? Écoute, j'en avais fabriqué. J'avais même été en chercher où j'avais patenté des choses parce que oui, on était parti sans garde-boue. Ouais, pour sauver 14 grammes. Ben, on voyageait avec des boîtes de carton, puis des fois des vélos avec des gros garde-boue comme ce que j'ai habituellement, c'est pas pratique. Là, par paresse, j'avais pas mis les garde-boue, donc j'ai dû en refaire d'autres une fois là-bas, puis ça a valu la peine parce qu'évidemment, une journée qui pleut au complet, un garde-boue, ça sauve le coup, là. Le coup, là. Donc c'est ça, on monte, col de Var, tu pars à, comme je te dis, 10 degrés, rendu haut, il fait vraiment frais. Ouais. Plus qu'on monte, moins Brigitte parle. Puis à cette période-là de l'année, c'est qu'il y a moins de monde sur les routes, mais c'est la période, première semaine de septembre, où est-ce qu'ils ferment habituellement pour la saison. Donc, la saison touristique d'été est complétée. En attendant l'ouverture pour l'hiver, ils ferment. Fait que plus tu montes, plus tu vois des trucs qui sont fermés. Là, il n'y a plus rien pour arrêter. Pour se réchauffer. Mais à peu près à chaque sommet, à chaque col, il va y avoir d'hébergement où il y a un truc. Puis ça a été le cas cette journée-là, là, mais tu sais... Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme côté équipement? vêtements. Ouais. Ben, comme vêtements? Vêtements, moi, je pense que l'important, c'est toujours avoir un ensemble complet de sec. Moi, c'est un kit complet d'imperméable, un Gore-Tex, pour à la fin de la journée ou pour pouvoir descendre au moins. Quand tu arrives en haut, c'est important de repartir en sec. 2 manteaux? Oui. Je vais en avoir un pour monter, un peu imperméable, que je sais qu'il va devenir mouillé, mais rendu au sommet, c'est un changement de vêtements complet pour repartir en sec. Parce que si tu descends pendant 1 heure de temps à la pluie puis que tu as froid en haut, tu risques de pas te rendre en bas en santé. Là. Manteau synthétique ou doudoune ou plume, as-tu une préférence? C'est sûr que là, si on parle de pluie, manteau de plume, c'est 0, là, c'est pas bon. Quoique aujourd'hui, il y en a de plus en plus des duvets qui sont en plume, mélange synthétique ou des duvets traités un peu pour qu'ils restent imperméables. Ouais, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est sûr que ce qui serait mieux, c'est des vêtements synthétiques. Ouais. Mais comme à cette occasion-là, par exemple, on arrive en haut, il y a un refuge. Écoute, les personnes qui étaient là, et tout est fermé. Là, tout est fermé. Il n'y a personne sur la route cette journée-là. Il ne fait pas assez beau pour ça. Donc, eux, ils réouvrent le refuge, partent le feu, nous font des omelettes. On a pu changer. Donc, on est reparti du sommet sec. Mm-hmm. Puis ça fait une grosse différence. Donc, tu sais, quoi apporter? Un deuxième ensemble de vêtements. Sinon, avais-tu couvre-chaussures, gants, tucs? Ben ça, c'est toujours le genre d'équipement qu'on se demande si on doit ou pas l'apporter. Ouais, c'est ça, parce que tu en as besoin pour une fois. Sur ton 15 jours, tu l'as une fois. Ouais. Mais c'est cette journée-là que tu regrettes de ne pas l'avoir. Mm-hmm. Donc, gants de caoutchouc,
incontournable, ça prend pas de place. Mais couvre-chaussures, mais j'avoue toi, qu'il y a une journée tu avais des gants. C'était pas des gants de vaisselle que tu avais, hein? Ah, des gants chirurgicaux, mettons. Ça Ouais, peut faire le travail c'est aussi. ça, c'est ça. C'est un peu la Les même bleus chose. ou transparents, là, c'est ça? Oui. Puis tu les avais d'ici. C'est quelque chose que tu traînes toujours? Moi, j'en ai tout le temps dans mes sacs. Pour vrai, pour soi, pour réparer ton vélo. Ah oui. Pour garder les mains propres. Mm-hmm. Mais là, on avait une paire de gants comme ça. C'est tout le temps, c'est un classique. Donc, tu as des petits gants en mérino ou autre, puis là, tu mets ça par-dessus. Ton gant de vélo, parce que faut dire que même si c'est pas tant la température froide qui est un obstacle à ce moment-là, nous autres, c'est vraiment le fait d'être mouillé à cette température-là. Sec, c'est quand même pas si pire. Mais mouillé, c'est là que ça peut devenir critique. Mais donc, j'avais pas de couvre-chaussures. Puis là, c'est là que j'ai regretté ma paire de bas de laine, pas de laine, mais mes bas imperméables. Ça, je pense que... Sealskins, hein? Genre, de ce type-là. Là. Donc, c'est un bas qui est vraiment un peu plus chaud, mais qui est vraiment imperméable. Mm-hmm. Ça, j'avoue que ça va être dans mon sac le prochain coup. C'est intéressant. Je ne sais pas si tu fais ça ou si tu t'en rappelles à chaque fois. Là. Pendant longtemps, à chaque voyage, j'avais une liste juste sur mon téléphone, puis... Là, toi, tu ajoutes ou tu enlèves des choses comme ça. Quand ton prochain voyage... Moi, j'ai pas besoin de ça, Joe, parce que j'ai une conjointe. Elle s'en rappelle. Ah, c'est elle qui fait ton bagage? Non, mais elle me dit quoi apporter, par exemple. C'est pas vrai. Bonjour, Brigitte. Mais non, c'est vrai que de se faire cette liste-là, après être revenu, là, je peux te dire, il y a des choses que j'oublierai pas. Et parmi celles-là, c'est vraiment les bas. Plus qu'un couvre-chaussure qui prend plus de place, c'est peut-être. Ouais. Donc, la paire de bas, ça peut être... très intéressant. Côté matériel, par exemple, tu sais, on a parlé déjà des pneus. Une affaire qu'il ne faut pas négliger, les patins de frein. Ah oui, hein? En avoir de surplus. On descend pendant 50 minutes, 2-3 fois par jour. Ouais. C'est autant que tu vas faire dans un mois au Québec. Et surtout s'il y a de la pluie, là, il y a peut-être un peu de sable. La raison de plus, ça va user plus vite. Particulièrement pour les patins de frein à disque, tu as les organiques et les synthétiques. Et là, les organiques, parce qu'il y a du organique, du métallique. Métallique va durer plus longtemps. Ce qu'ils disent centered, c'est ça? Oui, ça fait partie un peu du composé qu'ils vont mettre dans le truc. Donc, ça, par exemple, rendu là, c'est pas l'important, ça serait d'en avoir au moins une deuxième paire de rechange. Parce que ça, c'est l'autre point que j'ai réalisé rendu là-bas. À cette période-là de l'année, il y a beaucoup de boutiques de vélos qui sont fermées. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir exactement le modèle que tu as. Exactement. Puis c'est souvent des boutiques qui sont spécialisées dans le vélo de montagne là-bas. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui vont louer des vélos à assistance électrique pour les stations de ski. C'est souvent des centres de stations de ski là, ou des boutiques reliées à ça. Donc, d'avoir un ensemble de plaquettes de rechange, ça, c'est un must. Moi, je l'avais. Les lumières, systématiquement? Lumière, assurément, parce que, encore là, que ce soit une journée où est-ce que c'est brumeux, qu'il y a de la pluie, qu'il y a peu de visibilité, mais c'est surtout les tunnels. On va traverser des tunnels qui ont plusieurs centaines de mètres, des fois, et il fait noir. Donc, il faut être vu. Des autos qui passent vite, des Absolument. camions. Juste le freinage sur jante, je pense que c'est dépassé aujourd'hui. Là. Moi, je suis d'accord avec moi-même par rapport à ça. Là. Ouais. Mais freinage sur jante pour ce type de voyage-là, c'est vraiment un gros nom. C'est ça. J'allais dire, ça paraît pas tant qu'il fait beau puis que tu n'as pas besoin de freiner vite. Mais même là, quand il fait beau, tu sais, avec les jantes de carbone, des gens qui auraient une jante de carbone avec un freinage sur jante, c'est totalement à déconseiller là-bas. Ouais. Parce que là, tu as des longues descentes à haute vitesse, que ça va chauffer, puis ton freinage va vraiment... Tu vas perdre beaucoup de qualité de freinage, c'est même dangereux. Mon père avait fait le... c'est quoi donc qui est très connu dans ce coin-là? Là, le Ventoux. Oui. Il avait donc monté, ça va bien. C'est dans le même coin. Ben, en tout cas, dans le sud, dans le même. Hey, on n'est pas à 1000 plus km ou moins, près. ouais, c'est ça. Bon, Ventoux, et en descendant, il y avait des freins à jante. À ce moment-là, il a fait ses freins ont complètement fondu. Ouais. Là. Tu parles les pas histoires d'horreur qui vont avec ça, il y en a une puis une autre. Je te parle pas de disparaître, là, mais vraiment de laisser des résidus tellement chaud que ça fond. Ben moi, un premier voyage que j'avais fait là-bas en cyclotourisme au fameux Ventoux, là, qui est juste à côté. Oui, c'est ça. Mais effectivement, je me souviens d'avoir dû arrêter à 2-3 reprises en descente. Et là, j'avais la remorque. Ah ouais, hein? J'avais la remorque à ce moment-là pour faire refroidir les jantes parce que c'était souffler sur tes freins. Oui, mettre de l'eau. Mettre de l'eau, c'est vrai? Ben comme, oui, comme dans les vieux films, quand ils rajoutent de l'eau dans le moteur. Là, qui est, D'ailleurs, là, c'est juste pour se rendre compte à quel point les freins sont utilisés d'une façon intensive dans ces descentes-là, même avec un freinage sur disque.
arrosez vos disques. Là. C'est vraiment, ils bouillent. Sérieux? Oh oui, c'est 45 minutes de temps à frotter, à chauffer. Ou un plus que l'autre? Peu importe. Ah ouais? Les deux, ça vient bouillant, mais c'est impressionnant. Avoir des plaquettes de frein. Des jantes haut profil là-bas. Aéro, là? Aéro, tu sais, plus que 40 quelques millimètres de hauteur, là. C'est un pensez-y bien parce qu'en descendant, tu as un vent de côté, tu as une falaise d'un bord, ça peut faire peur. Là. Ça peut donner des coups dans la direction dans le volant. Ça serait quelque chose que je ne recommanderais pas tant que ça non plus. Ouais. Rapidement, là, moi, je ne vois pas tant d'avantages que ça, à moins d'être dans une pratique très, très, très spécifique pour les jantes aéro. Effectivement. En tout cas, assurément, là, dans une descente là-bas, tu peux te donner des émotions supplémentaires juste à cause d'un profil trop haut. Puis est-ce que, mettons, tu avais un demi-sac de cadre? Oui, moi, c'est ça que j'avais. Est-ce que tu trouves que le vent dans ton sac de cadre a le même effet que sur des jantes aéro? Non, absolument pas. Puis une des raisons, c'est parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de mouvement. Tes genoux bougent. Il y a une genre de... La turbulence? Une turbulence, exactement ça. L'air est déjà turbulent. Il y a déjà quelque chose qui bouge dans ce coin-là. Fait que ça n'affecte pas tant que ça. C'est un bon endroit, en fait, pour mettre un sac dans le cadre. Il est très, très protégé. Là. Il y a déjà beaucoup de mouvements autour, donc c'est une belle solution de mettre des bagages. Bon. Ouais. Cette route-là, de quelle façon tu la recommandes? La recommandes-tu aux gens? 100%. Je pense que c'est un par rapport à d'autres routes, peut-être, que tu pourrais avoir fait dans le sud de la France ou dans cette région-là? On s'entend, les pays, Italie, France, Espagne, c'est des endroits qui sont habitués de voir des cyclistes. Ouais. C'est des endroits qui sont des mecs du cyclisme, justement. C'est des pèlerinages pour plusieurs personnes d'aller rouler là. Donc, c'est favorable au vélo. C'est sûr que je recommande ça. Quelqu'un qui veut vivre les hautes montagnes dans un environnement quand même contrôlé. Tu sais, on parlait... toi, tu as raconté certains voyages. Marie-Pierre qui nous raconte ses voyages aussi dans les hautes montagnes. Écoute, dans les Alpes, tu es dans les hautes montagnes, mais tu es tout le temps à 60 mètres d'un refuge, d'une ferme. La culture, puis la nourriture. C'est ça. Donc, c'est une belle façon de voyager sans trop se mettre en danger ou d'une façon où est-ce qu'on est quand même à l'aise ou c'est ça. Et même si on n'est pas habitué de monter, tu le mentionnais, on n'est pas obligé d'avoir un entraînement à tout casser ici. Après ça, tu révises les distances que tu vas faire. Je pense quand même que l'ascension d'un col qui est 20 km, 18, 15, c'est relativement accessible parce que la pente n'est pas si grande. Puis rendu en haut, tu as souvent une récompense, une vision incroyable, un petit refuge avec une omelette et une belle descente pour accompagner le retour. Yes! Bon, ben on suggère ça, mon Ben, la route des Grandes Alpes. J'y retournerai. Je serai de retour. T'attendre à Couilleul. Oui, c'est ça. Les cloches des vaches me manquent déjà. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Ben, comment te joint-on? Au @Espresso Sport. Et je suis disponible au @Jonathan Bérois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.